Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des sports. Un miroir des sports des plus riches que nous ouvrons immédiatement avec deux premiers invités. Tout d'abord le président de l'association sportive automobile de l'Hérault, Joël Marraine, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Hassan Ramzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes trésorier du club Muay Thai Nîmois, ainsi C'est ça. entraîneur, c'est de la boxe thaï. C'est ça. Très précisément, et c'est déroulé le week-end dernier, plus précisément samedi soir, à la salle des Costières, un grand événement sportif de boxe thaï organisé par votre club, en partenariat avec le collectif Un Pont entre Nîmes et Meknès. On rappelle que Meknès, c'est la ville marocaine qui est jumelée avec Nîmes. Une soirée dont les recettes doivent être reversées, on le précise, au profit des orphelins de la fondation Rita Zneber, qui est parrainée par l'un des grands maître de la discipline de la boxe thaï, en la personne de Ernesto Houst. Comment s'est décidé l'organisation de cet événement? Ça s'est pris, moi comme on a l'habitude d'organiser des galas de boxe à profit humanitaire. Mois de mars dernier on a fait un pour Haïti, donc c'est dans une habitude. Et en même temps, là j'en ai profité pour en faire un plus grand, ça celui de Garon est un peu plus petit, d'en faire un plus grand au stade des Costières dans notre ville. Et au niveau de l'affluence, le public a bien répondu. Très très bien, c'est une chance pour nous. Alors justement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas très bien la spécificité de la boxe thaï, est-ce qu'on peut ranger cette discipline sportive dans le rang du kickboxing? C'est à peu près pareil. Il y a des options en plus, c'est-à-dire qu'on travaille sur le corps à corps. Il y a des techniques qui sont utilisées dans le Muay Thai qui n'ont pas le kick. On utilise les coups de coude, les coups de genoux et le corps à corps. Et au niveau des jambes, on tape de la même façon, on tape avec le niveau du tibia. Comment le Muay Thai Nîmois a-t-il vu le jour? Ce club il a été créé il y a une dizaine d'années. À la base, c'était un club de full contact. C'était M. Moustapha Omrani, qui est originaire de Nîmes, qui était champion du monde en kickboxing, en boxe full contact, qui a créé ce club au Pont de Justice, au quartier du Chemin Mal-Avignon. Et moi et Christian, on a repris les rênes derrière. On a évolué un peu dans le full contact. Après, on a basculé dans le Muay Thai et depuis, on est resté typique dans l'art du Muay Thai. En tout cas, un art martial qui était à l'honneur samedi soir du côté de la salle des Costières, une grande soirée dédiée à la boxe thaï. Guillaume Vutrouillet a suivi pour nous ce gala international. Le Muay Thai est un sport de combat inventé au XVIe siècle pour les militaires thaïlandais. Selon la légende, en 1767, en pleine guerre birmano-thaïlandaise, Nai Kanom Thom, soldat et boxeur, fut prisonnier du camp adverse et opposé aux 10 champions birmans qu'il mit KO. Cet art martial, interdit en 1921, puis réintroduit dans les années 30 avec les règles de la boxe anglaise, gants, ring, rounds minutés et pesées des boxeurs, est depuis le sport national en Thaïlande. Le Muay Thai a gardé ses rites tels que le Ram Muay, sorte de prière que tous les combattants se doivent d'effectuer avant le combat. Avec le développement du tourisme au XXe siècle, ce sport s'est popularisé auprès des Occidentaux dès les années 80. Un sport qui peut paraître à première vue très violent, mais qui se révèle pour les pratiquants une véritable école de vie, où l'on respecte l'adversaire et l'arbitre. Un sport qui porte en lui les valeurs humaines, si bien qu'il pousse ses pratiquants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un sport très populaire chez les garçons qui veulent éprouver leur volonté, mais aussi chez les filles qui montrent qu'elles peuvent être aussi fortes que les garçons. Bonjour, voilà, donc moi c'est Laura. Voilà, premier combat, on verra bien ce que ça donne. Et c'est tout naturellement qu'ils ont tous répondu présents samedi à l'appel d'Hassan Ramzi pour un gala humanitaire, dont tous les bénéfices iront à l'orphelinat de Meknès au Maroc. Nous, notre souhait ce soir, c'est d'organiser ici à Nîmes. Et mon souhait personnel et avec Christian, c'est d'organiser la même chose, mais à Meknès. Pouvoir faire venir une délégation de boxeurs français, affronter une petite délégation de boxeurs marocains. Une école de vie pour des jeunes qui auraient pu faire de mauvais choix et qui, à la force de leur courage et de leur poing, en fait des hommes. On le voit, souplesse, puissance et agilité sont requises pour la pratique du Muay Thai. Et quel a été le niveau général de la réunion de samedi soir, Hassan? Un niveau très élevé. Je vais dire, j'avais prévu en début de soirée des combats amateurs pour faire plaisir à des boxeurs qui évoluent dans ce domaine.
Donc les combats que vous avez pu voir avec les casques et les plastrons, c'est des amateurs. Et au fil de la soirée, on a passé aux choses plus sérieuses où on est rentré dans le niveau semi-professionnel. Donc professionnel, c'est pas encore le cas parce que voilà, il faut les moyens financiers. Ça, les professionnels, il faut les rémunérer, il faut leur donner des grosses bourses. Donc semi-professionnel, c'est déjà pas mal. Et j'ai vu que cette soirée-là, ils ont donné une prestation d'un niveau professionnel. Par rapport au combat qu'on voit ici à l'écran, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer les protections dont disposent les boxeurs? Donc dans l'ensemble, il y a les protèges tibia. Ils ont une coquille en dessous de leur short. Ils ont les plastrons que vous voyez autour de leur corps et les casques et les coudières. Ce qui permet de sécuriser le boxeur, pour préserver leur santé. Malgré ça, il y a des blessures. Hein. Malgré ça, il y a des blessures. Il y en a moins dans ce niveau amateur avec les protections. C'est fait pour. Il y a des enfants qui pratiquent, donc avec ça, ils n'ont aucun danger. Bon, après, voilà, le corps s'habitue au coup. Hein. On ne va pas dire que c'est des sados ou qu'ils aiment ça, mais on est préparé pour. Les entraînements sont faits pour. Alors, en préparant cette émission, il y a quand même un point qui m'a étonné, c'est que sur le site internet du club, le Muay Thai est présenté comme un sport complet, mais également comme un sport, entre guillemets, destructeur. Est-ce que c'est un mot qui est un petit peu fort justement pour rappeler les origines guerrières de cet art martial? Mais à la base, ça a été ça. À l'époque, dans l'histoire du Muay Thai, c'était les militaires qui combattaient, qui n'avaient pas d'armes. Donc ils utilisaient leurs seules armes, c'était le Muay Thai. C'est qu'ils utilisaient leurs poings, leurs coudes, leur corps à corps, genoux. Donc c'est vrai qu'ils employaient le terme destructeur. Mais comme vous le voyez, on a des jeunes, on a des enfants, on a des demoiselles, surtout des filles, qu'on met beaucoup en avant. Et c'est un sport qui n'est pas aussi dangereux que ce qu'on peut dire. Alors justement, on l'a vu sur les images, il est plutôt rare de voir des jeunes femmes sur un ring. Comment s'est fait justement cette ouverture en direction des femmes? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en voir dans le cadre de sport de combat. Ça commence à se développer. On commence à en voir de plus en plus. Nous, on a mis en avant la mixité dans un club. C'est essayer d'enlever cette image de macho. C'est dans les clubs de boxe, la plupart du temps, on voit que des garçons. Et les filles n'osaient pas à faire le premier pas. Donc ils arrivaient devant le club ne voyant pas de filles. Donc c'est hop, ça les rétractait. Et le fait d'en voir une, ça fait suivre l'autre et ainsi de suite. Et là, le fait de les voir combattre, finalement, j'ai eu des répercussions dans la même soirée. Des groupes de filles qui sont venus me voir, comment on fait pour s'inscrire. J'ai envie d'en faire, ça leur a donné une envie de découvrir ce sport. Donc c'est que ça se répercute bien. Il y a une technique d'enseignement de la boxe thaï qui est différente au niveau féminin? Non, pas du tout. Il n'y a aucune différence. Les entraînements hommes et femmes, c'est identique. Mais moi, ce que je trouve au niveau des filles, elles sont plus engagées qu'un garçon. Au niveau du bilan général de cette soirée, quand vous allez un petit peu annoncer, on va dire, le bilan des recettes et savoir combien vous allez pouvoir reverser auprès de l'orphelinat? Jeudi, sur Val-de-Gour, au centre social de Val-de-Gour, il y a le repas qui est organisé des mères de famille pour le séjour de Nîmes Meknes, où une fois par mois, ils organisent un repas. Donc jeudi, je suis convié à aller manger là-bas et en même temps, je vais en profiter pour leur remettre le chèque puisqu'ils s'en vont samedi. Donc le convoi est prévu pour partir samedi. Donc samedi, je leur remets le chèque. Ce sera l'occasion de faire un beau geste oui. Et de montrer à quel point sport et solidarité peuvent se réunir. C'est avant tout cette image qu'on peut donner à travers le sport. Il y a des messages qui peuvent mieux passer à travers le sport, de solidarité. Ce que je remercie énormément, c'est que le public a répondu présent à cette solidarité, ce qui nous a permis de réussir notre soirée. Mais avant tout, je tenais à remercier énormément les boxeurs, parce que c'est eux qui ont fait le spectacle. C'est des boxeurs qui sont venus un peu de partout de la France. J'ai des boxeurs qui sont venus d'Allemagne, des Strasbourgeois, des Lyonnais, des Marseillais. Et ils ont boxé à titre bénévole. Donc moi, je leur dis encore merci parce que c'est grâce à eux que ma soirée a été réussie. Un grand coup de chapeau en tout cas. On va
aborder la partie automobile avec notre deuxième invité, Joël Marraine. Vous êtes président de l'association sportive automobile de l'Hérault, organisatrice de la 53e édition de ce rallye, le Critérium des Cévennes, qui figure notamment sur le calendrier du championnat de France des rallyes. Premier mot de présentation justement un petit peu sur le tracé de cette épreuve et comment elle se présente avant le départ de jeudi. Alors bon, les Cévennes restent, c'est avant tout une région bien typique, et les routes dans les Cévennes, il n'y en a pas énormément, donc on revient systématiquement sur des tracés tournés autour du Vigan, de Ganges, de la Salle, au pied de l'Égual. Donc cette année, on a souhaité prolonger un petit peu les spéciales de l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait une épreuve spéciale qui faisait 30 km. Cette année, on l'a allongée un peu et elle fera 42 km. Sinon, la journée du vendredi, globalement, on est dans le même parcours que l'année dernière. Et c'est le samedi où on revient un petit peu dans un village qu'on avait un petit peu abandonné pour l'instant. C'était la Salle et on y revient avec énormément de plaisir. Avec une première partie dans la partie héroltaise des Cévennes du côté de Ganges. Un prologue, oui. Voilà, le prologue. Nous allons justement bien faire plus ample connaissance avec l'un des participants à ce 53e rallye des Critérium des Cévennes, avec Clément Dubes, le pilote du team GPC Motorsport Motul, qui va conduire la voiture numéro 9, premier conducteur qui pourra également compter comme deuxième conducteur sur Pierre Mazoyer. Nicolas Pencheno l'a rencontré. Il pourrait faire parler de lui prochainement au Critérium des Cévennes. Il s'agit d'un jeune pilote, Clément Dubes, qui mène de front deux carrières dans le sport de haut niveau. Cavalier émérite, cet Arlésien monte depuis l'âge de 5 ans et il est aujourd'hui classé et présent sur le circuit national en saut d'obstacle. Mais la passion du père pour d'autres chevaux vapeur cette fois-ci gagne Clément, qui après une année de copilote et quelques rallyes sur Hommel, fait sa première saison sur une Fiat Grande Punto S2000 avec le team GPC Motorsport. C'est plus vraiment de l'amateur, il est déjà je dirais c'est semi-professionnel, c'est pas encore professionnel, mais c'est un team effectivement où tout compte, les pneus, ils ont des hommes météo, des ouvreurs, enfin c'est passé à un stade supérieur et avec un budget nettement supérieur à celui d'Inomel. Dans ce team, le pilote vedette n'est autre que Cédric Robert, actuel leader du championnat de France des rallyes. Une aubaine pour Clément qui profite de l'expérience de cet ancien pilote officiel Peugeot et membre de l'équipe de France. C'est vrai que à l'époque on était vraiment entre guillemets amateur, on allait à une course sans s'y préparer. Maintenant 15 jours avant, on étudie les cartes, on étudie quels pneus on pourrait utiliser, on discute beaucoup avec des pilotes d'expérience comme Cédric, donc qui connaissent déjà les routes. Et après, il y a tout le réglage de la voiture, toute la préparation aussi quelque peu physique. Pour nous, par exemple au Cévennes, on a une spéciale de 42 km, ça va être très long. Donc en ce moment c'est footing tous les matins, une demi-heure pour essayer d'être en forme. Les résultats n'ont pas tardé pour Clément qui a pris la première place du podium à Montbrisson le week-end dernier. Il est actuellement 7e au championnat de France des rallyes et 3e du trophée BF Goodrich. C'est le rallye le plus proche de chez moi, c'est là où j'ai démarré. Donc je vais là-bas en connaissant le terrain et je sais à quoi m'attendre. Sûrement le rallye le plus difficile de la saison en championnat de France. Très technique, très dur pour la mécanique, beaucoup de virages un petit peu aveugles, piégeux, des ravins au bord des routes, des pierres, voilà, ce qui fait que on n'a pas le droit à une grosse marge d'erreur, sinon c'est de suite la sanction. Et c'est donc avec beaucoup d'ambition que Clément Dubes et Laurent Mazoyer, son copilote, vont s'élancer sur les routes cévenoles les 21, 22 et 23 octobre pour le 53e Critérium des Cévennes. Pour gauche 70, droite 84, pour gauche 70. Le 53e Critérium des Cévennes qui a débuté en 1956 sous l'ancienne appellation Rallye de la Vigne et du Vin, qui avait été remporté par Henri Gaillola. L'an passé, c'est Jean-François Mourgue et Denis Giraudet qui ont remporté l'épreuve sur Peugeot 307. Joël Marraine, qu'est-ce qui plaît finalement le plus aux pilotes dans cette épreuve selon vous ? Je pense que c'est la typicité des routes cévenoles. C'est vrai que le Critérium des Cévennes est un rallye un petit peu atypique, qui ne ressemble pas du tout aux autres épreuves, puisque le Critérium des Cévennes est la 7e manche sur 8 du championnat de France des rallyes. Et les pilotes retrouvent là des routes complètement différentes que l'on peut trouver dans le Nord, dans les Alpes, au Limousin ou en Alsace.
Donc c'est ce côté-là que les pilotes aiment bien. Voilà. Alors on l'a dit, du 21 jusqu'au 23 octobre, 176 équipages vont s'élancer sur ces routes. Quel est l'accueil réservé par les habitants des communes concernées par le tracé du rallye? Moi, je dirais que j'ai rencontré donc les habitants des Cévennes depuis 2 ans, un peu plus que je le faisais auparavant. Et j'ai eu le sentiment, et j'ai le sentiment, que le Critérium des Cévennes fait partie du patrimoine historique des Cévennes. Et c'est vrai que je le dis souvent, il n'est pas rare de rencontrer au bord des routes 2, 3 générations de Cévenols qui viennent là depuis quelques années maintenant. Quelle a été votre appréciation sur le niveau général de l'édition 2009 ? 2009 a été une année un petit peu nouvelle, où on a déjà commencé à intégrer des épreuves plus longues, plus dans l'esprit des Cévennes qui se couraient à l'époque où moi-même je courais, et il y a de cela quelques années. Et bon, je pense que ça a bien plu, et cette année on a donc augmenté encore un petit peu la longueur des épreuves spéciales. Alors au total, 739,02 km répartis en 11 épreuves spéciales, divisées en 6 sections et 3 étapes. Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt de plus en plus croissant pour l'épreuve finalement à tous les niveaux? Est-ce qu'on va dire l'épreuve est à la fois devenue un incontournable sur le calendrier du championnat de France, mais aussi quelque chose dont on ne pourrait plus se passer finalement? Oui, c'est un peu difficile peut-être à répondre comme ça, mais c'est vrai que ça fait partie des rallyes. Les pilotes auraient beaucoup de mal à ne pas venir aux Cévennes. Je connais beaucoup de pilotes qui font l'impasse peut-être sur d'autres épreuves pour venir courir aux Cévennes. Voilà. On voit ici sur ces images les paysages cévenols. On sait qu'il y a pas mal de contraintes liées au respect de l'environnement, notamment pour les sites classés Natura 2000. Est-ce qu'au niveau de l'association sportive de l'automobile de l'Hérault, vous êtes tenu justement de faire respecter aux spectateurs certaines de ces contraintes sur le respect des sites? Oui, complètement. Et je veux dire, c'est pour nous quelque chose de très important. Et du reste, avec Clément Dube et sa société, cette année, on va faire une opération qu'on avait déjà fait, mais qu'on va refaire avec plaisir cette année. C'est la distribution de sacs poubelles à l'ensemble des spectateurs. C'est les petites boîtes qui s'appellent Green Pack, de manière justement à sensibiliser les spectateurs au respect de l'environnement. Et le message que je veux faire passer aux spectateurs, c'est que dans les Cévennes, ils sont toujours chez quelqu'un. Les Cévennes, même s'il n'y a pas de barrière, même s'il n'y a pas de portail, on est chez quelqu'un. Et ils ont la gentillesse de nous recevoir, et je pense que c'est important pour nous de les respecter et de les remercier de cette façon-là, de leur laisser les Cévennes propres. Dernier point également concernant ce rallye, départ qui sera donné jeudi depuis le lycée Mendes France, un établissement scolaire montpelliérain qui est toujours très lié à cette épreuve avec un intérêt tout particulier de la part de ses élèves. Oui, complètement. L'année dernière, nous avions souhaité faire une passerelle entre les métiers de l'automobile et le sport automobile. Et on avait fait une opération avec la Fédération française du sport automobile d'intégration de jeunes de ce lycée technique qui a une section sport automobile à l'intérieur des teams du championnat de France. C'est une opération qu'on reconduit cette année. Merci en tout cas Joël Marraine d'avoir été avec nous ce soir pour Merci évoquer ce critérium des Cévennes, 53e du nom, on le rappelle, du 21 au 23 octobre prochain. Merci également à Hassan Ramzi d'avoir évoqué le week-end de boxe taille. Merci, je voulais quand même dire un petit mot parce que Christian, c'est mon babou. Christian Panzani. Voilà, monsieur Christian Panzani, alias Babou. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. On n'a pas pu être présent parce qu'il a un cours à donner, donc il y a des obligations. Mais je tenais quand même à le remercier face à tous les spectateurs. C'est grâce à un monsieur comme ça qui nous a ouvert le cœur et appris à donner. Ben je crois d'ailleurs que Christian Panzani avait un petit message pour vous. Je propose peut-être de l'écouter. On me dit que c'est pas prêt. Bon, ça fait rien. On va observer une page de publicité. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Miroir des Sports avec du rugby et du football. Carreau Décor, des carrelages d'exception, c'est au Mas des Rosiers, route de Montpellier à Nîmes. Venez découvrir chez Carreau Décor toutes sortes de carrelages et faïences pour votre habitation.
sol, cuisine ou salle de bain, ainsi que son espace décoration et aménagement extérieur. Caro Décor, c'est au Mas des Rosiers. Et pour ces 10 ans, pour plus de 300 € d'achat, Caro Décor vous offre la colle. La deuxième partie de Miroir des Sports avec du rugby et du football sous les feux de l'actualité. Deux nouveaux invités qui nous ont rejoints en plateau. Tout d'abord, l'un des joueurs du RCNG, Daniel Farani, bonsoir. Et puis également à vos côtés, on retrouve Michel Bérard, manager général du rugby club nîmois. On va évoquer du rugby, donc une belle victoire face à Céré, c'était hier après-midi du côté de Kaufmann. Mais avant cela, large place également est accordée, vous le savez, dans cette édition au football avec des images du premier point de l'ACR L'Avignon en Ligue 1. C'était samedi soir sur la pelouse de Brest. Premier point pour les Arlésiens de cette 9e journée de Ligue 1. Brest qui restait sur 2 victoires consécutives. Les Arlésiens, bien regroupés et solidaires en défense, ont empêché les Bretons de développer leur jeu. Le gardien de l'ACA, Cyril Merville, qui retrouvait sa place dans les cages arlésiennes, a également été, vous l'avez vu, chanceux. Ce brin de réussite avec la balle transversale qui a renvoyé par 2 fois le ballon. Merville qui s'est également mis en évidence sur une frappe de Grougy, le Brestois. Un résultat encourageant pour l'ACA avant la réception de Lyon. Ce sera dimanche prochain sur la pelouse du Parc des Sports d'Avignon. L'ACA qui est toujours dernier de ce classement de Ligue 1 avec 5 points de retard sur le RC Lens qui a bien tenu en échec le leader, le Stade Rennais. Match pour l'ACR L'Avignon dimanche prochain à partir de 17h, donc face à l'Olympique Lyonnais. C'est l'une des affiches en tout cas importantes pour le club arlésien face à l'un des ténors de ce championnat, même si les Lyonnais remontent à la 14e place après leur succès hier soir face à Lille, 3-1. Première défaite pour les Lillois dans ce championnat de France de Ligue 1. Il y avait également du football avec le déplacement vendredi soir des Nîmois sur la pelouse du football club d'Istres Ouest Provence. Le Nîmes Olympique qui a tenu en échec les Istréens, mais vous allez le voir, les hommes de Jean-Michel Cavalli auraient pu revenir avec un petit peu plus qu'un seul point de cette ère istréenne. Je vous propose ce résumé de la partie préparé par Valérian Lanza sur des images de Édouard Dorler. En se rendant au stade Parsemin, où les attendait l'équipe d'Istres ce vendredi, les joueurs de Jean-Michel Cavalli espéraient bien empocher leur premier point à l'extérieur. Un espoir fondé, puisque l'adversaire du jour pour les Crocos pointait à la 17e place. Avec seulement 8 points, un adversaire donc à la portée des Nîmois. Et les Nîmois entamaient le match par le bon bout, puisque le jeune M. Changama, préféré à la pointe de l'attaque à Traoré, se procurait 2 énormes occasions de but, une par mi-temps, à la 33e minute, bien lancé par Sidibé. Il crochetait le portier istréen, mais ne pouvait ajuster son ballon dans le but vide. Et en deuxième mi-temps, rebelote. Stossic était stoppé par le gardien. Le même M. Changama récupérait le ballon, mais frappait trop mollement pour marquer dans les cages, à nouveau vide. Un bon match nul, mais côté nîmois, on aurait préféré et mérité une victoire. On a maîtrisé le match du début à la fin. On a eu peut-être les 10 premières minutes de la seconde mi-temps un petit peu plus pénible où Istres a essayé de nous mettre la pression. Mais on a repris de suite la maîtrise du match. C'est dommage de louper 3 buts comme on les a loupés, même avec l'absence du gardien. Ça va laisser des regrets. Moi je suis content d'avoir pris un point, parce qu'on est tombé sur une belle équipe qui mérite de gagner. Je ne sais pas encore comment ils ont fait pour manquer les quelques occasions qu'ils ont eues, tant mieux pour nous. Je suis plutôt inquiet par rapport à ce que j'ai vu de mon équipe. C'est, je dirais, le jour et la nuit entre ce que je peux voir, ce qu'ils nous proposent depuis 15 jours aux entraînements et puis ce qu'on voit en compétition. Mais c'est vrai aussi qu'il y a parfois des joueurs de compétition et des joueurs d'entraînement. Bon, j'espère que je n'ai pas que des joueurs d'entraînement. José Pascoletti dans l'équipe d'Istres est toujours 18e en position de relégation au classement de Ligue 2 avec 9 points.
avec 2 points de retard sur le Nîmes Olympique qui est actuellement 13e de ce classement de Ligue 2. Des matchs nuls également pour les leaders avec 3 qui a été tenu en échec par Boulogne-sur-Mer, un but partout. Match nul également pour Sedan qui est allé partager les points sur la pelouse du Havre, un but partout. Également pour le 2e de ce classement de Ligue 2, Tours qui est allé faire match nul 0 partout du côté de la Beaujoire à Nantes. Prochain match pour les Nîmois, c'est demain soir, mardi, à partir de 20h dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2 avec la réception de Évian-Thonon-Gaillard sur la pelouse des Costières. Coup d'envoi de la partie à partir de 20h. Maintenant, nous allons évoquer le rugby avec une belle victoire. C'était hier après-midi du côté de Kaufmann avec le RCNG qui s'est illustré face à Serré. Victoire 22-7. Une victoire, Michel Bérard, qui arrive à point nommé. Comment l'évaluez-vous ? Il fallait bien sûr gagner ce match. Et puis je l'évalue sur la qualité du travail qui a été fourni aux entraînements depuis maintenant presque 2 mois. Et donc là, on a commencé à voir un peu le fruit de notre travail, des entraîneurs, des préparateurs physiques, de moi-même aussi, parce que j'y participe des fois. Et puis voilà, et là ça nous a bien réussi hier. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est qu'on avait le point de bonus offensif. On n'a pas été très attentif sur une action qui nous en a privé à la fin du match. C'est vrai que j'espère que ce point ne nous manquera pas dans l'avenir. Voilà, mais globalement satisfait de l'implication des garçons. Et voilà, ils ont fait une belle partie, ils ont pris le jeu à leur compte. Et voilà, contre une belle équipe de Serré qui, n'oublions pas, était premier de poule et invaincu jusqu'à ce qu'ils viennent chez nous. Donc ça a été un bon match de rugby. Il y a beaucoup de choses aussi à travailler, à améliorer encore, c'est les matchs de début de saison, mais globalement satisfait. Serré qui a donc perdu son fauteuil de leader en venant jouer sur la pelouse de Kaufmann. Je propose ce résumé de la rencontre signé Alain Bellon. Le stade Kaufmann accueillait ce dimanche la rencontre RCNG face à l'équipe de Serré pour la 5e journée de la Fédérale 2. Les Nîmois jouent en première mi-temps avec le vent et prennent le match en leur faveur avec un essai de Montels non transformé à la 11e minute. Les joueurs de Nîmes continuent leur avance face à une équipe de Serré en manque de réussite dans son jeu. À la 29e minute, une pénalité réussie par Thomas met le score à 8-0. Les prolongations sont données 4 minutes de plus et elles vont coûter cher à l'équipe de Serré avec un carton rouge au joueur Izibé. 1 minute plus tard, les Nîmois font augmenter le compteur. Avec un jeu collectif, Daniel inscrit le 2e essai transformé. Le score à la mi-temps est de 15-0 pour les Nîmois. À la reprise, le jeu du RCNG est modifié, dû au changement de côté, donc face au vent. À la 86e minute, toute la ligne nîmoise est à moins de 1 mètre de l'embut de Serré. En force, Dos Reyes inscrit le 3e essai. Et à l'affichage, cela fait 22-0 pour Nîmes. La réaction des Serretans fut à la 73e minute, avec un essai transformé. Au coup du sifflet, le score est de 22-7. Ce résultat met le RCNG 5e au classement de la Fédérale 2 de la poule 5. En effet, une victoire qui permet aux Nîmois de revenir donc à 5 points de la première place actuellement détenue par Agde avec 18 points, ainsi que Saint-Sulpice. Daniel Farani, quelle est votre opinion sur cette rencontre ? Le résultat, c'est bon pour nous parce que on a perdu les derniers 2 matchs, mais c'est important pour nous. On a commencé. Pour moi, c'est mon premier match pour l'équipe. J'attendais pour 5 semaines, mais maintenant, je vais commencer. Et le résultat, c'est bien. Et maintenant, juste avancer, on continue comme ça, on travaille en plus. Et, juste on continue pour progresser. Et un petit peu, c'est ça. Depuis que vous êtes arrivé, comment vous sentez-vous au sein de cette équipe de Nîmes ? Est-ce que l'intégration s'est bien passée ? Oui, c'est bien. C'est le groupe, c'est bien. C'est bon esprit.
quand j'arrive, je rencontre beaucoup de bons mecs et oui, j'aime beaucoup ici. Et, oui, c'est bon, c'est différent un peu, mais c'est comme ça. C'est pour moi, c'est adapté un peu, mais c'est un bon groupe. Je suis content et oui, c'est bien pour moi. Oui. On va revenir sur les enseignements de cette rencontre avec l'avis de Jean-Michel Meunier, le manager sportif du RCNG, qu'Alain Bellon a rencontré à l'issue de cette partie. L'ensemble de l'équipe était très sollicité. Bon, on fait un match quand même complet où on laisse un point de bonus en route, mais bon, on produit beaucoup de jeux. Et puis surtout, les garçons ont été très courageux. Je pense qu'il faut qu'ils soient fiers d'eux. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On est en phase de travail et tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de déchets, mais dans la phase de travail, on a pu voir des choses qui avaient été travaillées à l'entraînement. Donc voilà, c'est une satisfaction pour les garçons, l'ensemble du groupe. C'était dit qu'on voulait jouer énormément de ballons. On a travaillé beaucoup l'animation offensive et on retrouve ça sur le match. Donc les garçons ont fait preuve d'application. On retrouve ce qui a été travaillé toute la semaine à l'entraînement. Donc content de vos joueurs? Voilà, très content et très fier d'eux surtout. La fierté, la satisfaction dans les paroles de Jean-Michel Meunier. Michel Bérard, peut-on un petit peu qualifier quel est l'apport d'un joueur comme Daniel Farani au sein de l'équipe du RCNG qui évolue, je crois, en tant que troisième ligne, c'est ça? Troisième centre, numéro 8, qui est un poste très important au rugby, stratégiquement et techniquement, sur la conduite des matchs, c'est quand même un poste. Hier, on l'a vu sur un deuxième mi-temps où il a pris 3-4 ballons en touche très importants. Au moment où il était un petit peu dans le doute, surtout contre le vent, qui sont a pris l'or, des ballons comme ça. Voilà, bon là, jusqu'à maintenant, comme il a dit lui-même, il a attendu pendant 5 semaines pour pouvoir s'exprimer, malheureusement pour une histoire de licence. Il a été un peu blessé aussi au tendon d'Achille. Non, je pense que pour nous aussi, c'est un peu cette culture néo-zélandaise qui nous apporte. On en avait déjà eu avant des joueurs néo-zélandais, mais là, c'est toujours un plus. Bon, moi, je sais que j'aime beaucoup ce pays, pour y avoir été joué aussi, et ils ont quelque chose que, je ne sais pas comment le définir, mais pas en plus, mais ils ont cette culture du rugby qui est différente de la nôtre, mais qui est très complémentaire quelque part sur la passion qu'ils véhiculent. Ils véhiculent quelque chose, et puis sa qualité technique, ça veut tout faire, c'est fabuleux de les voir. Quand ils sont sur le terrain de rugby, il y a des enfants, ils sont heureux, quoi. Et, il fait jouer les autres là comment ça s'appelle, au golf rugby avec les petits plots. Il aura déjà une cuisseur. Les années d'entraînement, il joue à ça avec un plot, avec le ballon de rugby. Daniel Farani et Michel Bérard parlaient de la culture néo-zélandaise du rugby. Personnellement, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans la culture française? C'est différent un peu. Le premier temps, quand j'arrive en France, c'est un peu bizarre pour moi. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est pas la même pression. Là-bas, c'est pas descendre notre division. Ça, c'est la différence. Ça, c'est pourquoi quand nous jouons en Nouvelle-Zélande, nous jouons juste pour le vie, pour le plaisir, tu sais. Mais ici, c'est beaucoup plus simple parce que l'équipe descendait, ça, c'est plus le sponsor, le truc comme ça, beaucoup plus simple. Mais voilà, en Nouvelle-Zélande et en Samoa aussi, nous jouons juste pour le plaisir, nous jouons avec votre ami, tu sais. C'est pas. Ouais, c'est différent un peu, mais c'est comme ça. Michel Bérard, un dernier mot sur le prochain match du RCNG face à, entre guillemets, mal classé, Thuir? Ouais, c'est toujours pareil, le classement aussi, on était mal classé, on était 7e, on n'était pas quand même très brillant. Bon, là on est remonté à 5e place, je ne sais pas combien ils sont, Thuir, peut-être. Ils sont 9e. Bon, je pense que ça va, on est à peu près pareil, quoi. Ils ont perdu, ils sont déplacés. Thuir, écoutez, moi, dans la culture que j'ai j'ai souvent joué contre Thuir à l'époque quand je jouais. Je sais que c'est très très difficile de s'imposer là-bas. Il y a toujours de très bons joueurs au rugby chez les Catalans. On sait que c'est une grande culture de rugby quand même. Donc ce sera un match très dur. Je pense pas très dur dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais je pense que si les garçons, là, ils ont les moyens de s'y imposer, tout en respectant beaucoup ces gens. Mais bon, ce ne sera pas facile, il faudra faire un gros match, un peu encore plus gros que celui de dimanche, et puis bon, monter Crescendo, et pourquoi pas. On vous le souhaite en tout cas. Ce sera dans le cadre de la 6e journée de cette poule 5 de Fédéral 2 pour le RCNG. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. On va observer une courte pause et puis ensuite on va poursuivre Miroir des Sports avec une large page dédiée au handball.
en présence des 2 joueuses du HBCN, Blandine Dansette et Linka Kusikchanova, qui se sont imposées mercredi dernier sur le parquet du Havre. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche. et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. La troisième partie de Miroir des sports entièrement dédiée ce soir au handball, avec notamment les résultats et la défaite de l'USAM. C'était samedi du côté du Parnasse, mais également la belle victoire de Montpellier samedi en Ligue des Champions. Également, on va revenir sur la victoire du HBCN, c'était mercredi dernier du côté du Havre. Un succès qui permet aux Nîmoises de renforcer leur position au classement de D1 féminine. Pour évoquer cette actualité du handball, avec nous 2 invités. On est heureux d'accueillir ce soir Blandine Dansette, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, quelqu'un qui fait sa présentation sur ce plateau de Miroir des sports, Lenka Kusikchanova. Oui, c'est bien, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Joli succès, on l'a dit, du côté du Havre mercredi dernier. Mais avant de revenir un petit peu sur votre actualité directe, on va donner la parole du côté de Montpellier à Olivier Brachard, notre confrère de CETEL TV, qui a suivi, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions Groupe B, le déplacement de Montpellier du côté du Tatran Prešov. 2e succès pour les Montpelliérains depuis le début de ces poules. Je vous propose de découvrir le récit de cette journée. Prešov et ses 90 000 habitants. C'est ici, dans la 3e plus grande ville de Slovaquie, que le Montpellier Handball doit réapprendre à vivre sans Karabatic. L'homme fort du MHB, blessé à Veszprém la semaine dernière, rate les 3 prochains rendez-vous de la Ligue des Champions, dont ce déplacement chez les Slovaques. Avec 2 défaites en 3 matchs, Montpellier doit impérativement s'imposer avec les armes qui lui restent. Au forfait de Nikola Karabatic s'ajoutent ceux de Kavtichnik et de Mam. Le Tunisien Ahmed est enfin dans le groupe mais manque de repères, tout comme Obradovic, un autre gaucher. Sur la base arrière, il n'y a donc plus que 2 joueurs sur qui compter, Akambré et Bojinovic. Alors qui pour faire le 3e? L'ailier Michael Guigou, l'homme à tout faire du MHB. C'est un rôle qui me plaît parce que j'aime pas forcément être seulement cantonné sur le poste d'ailier gauche à attendre des balles, donc j'aime bien participer à l'élaboration du jeu et donc voilà, quand il y a ces possibilités qui me sont offertes, j'essaie de faire mon maximum et je prends énormément de plaisir à être sur la base arrière aussi, à être sur le poste d'ailier, mais c'est vrai que là en ce moment avec les blessés que l'on a, je suis amené à plus jouer sur la base arrière. Les absences sont aussi des conséquences en dehors du terrain. Pour l'occasion, de nouveaux couples se font. Michael Guigou partage la chambre avec Luka Karabatic. Moi normalement je suis à Evitco et les frères sont ensemble d'habitude et bon voilà. Ça change beaucoup ces derniers temps, comme il y a beaucoup de blessés. Kavtichnik est revenu une fois, il m'a rejoint sur Toulouse, il est reparti ensuite. Donc bon, écoute, de toute façon déjà en prépa ça tourne et puis moi je crois que c'est la première fois qu'on est ensemble en tout cas en chambre. Première, donc je dors par terre. C'est clair. Tiens pas le chat. Ah, c'est comme ça. Quand je passe capitaine, c'est souvent un peu plus difficile. Quand il y a Nico capitaine, il y a plus de relais avec moi, avec Bojinovic, Kavtichnik. C'est vrai que moi là, même en fin d'année dernière, les 2 étaient aussi absents quand il y a eu la période de Moscou et tout ça. Donc c'est vrai qu'on se retrouve
un peu plus seul. Seul le gardien Stockel préfère le rester à 2 minutes d'entrée en jeu. C'est un match un peu particulier pour lui. Le Slovaque va évoluer devant sa famille. Pas de surprise en ce début de rencontre. À défaut d'être performant sur attaque placée, Prešov joue très vite les contre-attaques. Et le bourreau de Montpellier et le partenaire d'hier, Jan Sobol, le Tchèque, va réaliser un match époustouflant. 12 buts à son compteur. Mais Montpellier avec Guigou permutant sur 3 postes, Bojinovic prenant ses responsabilités et William Acambré remarquable dans son rôle d'artilleur. Le MHB maîtrise son sujet, ces 3-là marquent 85% des buts. William Acambré, 13 buts sur 16 tentatives. C'est mon rôle de toute manière, il y a la blessure de Nico que ça fait un joueur de percussion de moins, donc je pense que je dois être là tout numéro 1 pour aller au duel. Donc ce soir c'est ce que j'ai fait. Et à peu près tout ce que je faisais réussissait, donc je continuais à y aller, quoi. Mais le duo arbitral est bien sévère. Montpellier joue régulièrement en infériorité numérique et à chaque fois Prešov en profite pour revenir au score. Guigou et ses partenaires devront donc se battre jusqu'au bout. Face à la défense avancée des Slovaques, l'arrière droit d'un jour a su trouver des solutions en 1 contre 1. Tu vois, je t'avais prévenu que j'allais peut-être jouer arrière droit. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faisait une demi-strict de mon côté, donc du coup, ça laissait de la place de l'autre. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident, hein. On l'a dit, il nous manque du monde. Le match a été difficile, accroché, pas rendu facile par les arbitres. Donc c'était très compliqué, mais je suis très fier des joueurs et de toute l'équipe. On a vraiment fait le match qu'il fallait pour emporter la victoire. Michael Robin, rentré à la place de Stockel, préserve l'essentiel. Une victoire de 2 buts qui permet à Montpellier de rester dans la course à la première place du groupe. Quant à Michael Guigou, en bon vice-capitaine, il a su montrer la voie à suivre à son équipe. En l'absence de Karabatic, il en a même profité pour voler la vedette. Succès 33-31 donc pour Montpellier face à Prešov. Un succès très précieux qui permet donc aux Héroltais de totaliser 4 points dans ce groupe B de Ligue des Champions avant le déplacement de mercredi face à Kolding pour le 5e match dans cette compétition. Les autres scores, victoire de Hambourg face à Sävehof, les Suédois 33-24 et puis une victoire de Veszprém face à Kolding 31-28. C'est Veszprém qui est toujours premier à égalité, premier avec 2 points d'avance sur Kolding dans ce groupe B de Ligue des Champions. On va revenir avec nos invités justement sur cette actualité de la Ligue des Champions masculine. Blandine Danzette, vous êtes un petit peu attentive justement à ce que font les équipes françaises dans cette compétition? Oui, je pense que ces équipes-là, elles montrent le chemin pour toutes les autres équipes de handball. Donc aujourd'hui, on sait que c'est Chambéry et Montpellier pour les garçons et nous aujourd'hui on a Toulon, donc on essaye de les suivre un peu, étant donné qu'elles sont télévisées aussi, c'est un peu plus facile. Et c'est vrai qu'un succès de Montpellier à Veszprém, à Prešov avec tout l'effectif qui manquait parce que la base arrière était vraiment maigre, je pense que c'est vraiment très bien. Et puis on a vu aussi le succès de Chambéry hier et c'est vraiment très bien pour le handball français. C'était une belle surprise que de gagner face à Barcelone. Bien sûr. Pour vous, Lenka, vous êtes toujours attentive, depuis que vous êtes en France, au match des clubs de handball de l'Est? Je regarde un peu ce qui se passe en Tchéquie. Ça m'intéresse toujours, c'est vrai, mais je regarde aussi comme Blandine Ligue des Champions parce que ce sont des matchs très intéressants pour moi. Comme hier, match Chambéry-Barcelone, c'était très bien. Le Chambéry, ils ont fait un très bon match, donc j'étais contente pour eux. Donc je suis le match, oui. On va revenir sur notre temps fort de la journée de handball de samedi avec la réception par l'USAM, le club nîmois 2D1 masculine de Toulouse. Il y avait du monde du côté du Parnasse. Alain Bellon était présent bien évidemment pour filmer cette rencontre. Malheureusement, les hommes de Laurent Puységur ont été défaits par les Toulousains. Je vous propose le compte rendu de la partie. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et ce samedi, c'est un jour sans pour l'USAM. Il jouait au Parnasse face à Toulouse pour cette 5e journée de la Ligue nationale de handball. Pourtant, tout a bien commencé. Les USAMistes ont ouvert le compteur. Durant toute la première mi-temps, les Toulousains ont collé au score pour finir à 12 pour les Nîmois et 10 pour les Toulousains. À la reprise, les 2 équipes maintiennent cette différence de points. Mais là commence une série d'expulsions et de cartons rouges.
Pour Toulouse, à la 37e et à la 59e minute, avec Célestin et Roby. Pour l'USAM, avec Casanoche à la 58e. Les Toulousains accentuent la pression sur les joueurs de Puy-Ségur. Faute et précipitation dans le jeu des Nîmois font renverser la rencontre en faveur des Toulousains et prennent le score à leur compte. Et finit cette rencontre avec 3 points d'avance, qui sera de 20 pour les Nîmois et 23 pour les Toulousains. Ce résultat met Nîmes en 13e position sur 14 au classement de la Ligue nationale de handball. L'USAM qui ne gagne pas, donc, qui essuie un nouveau revers à domicile après avoir pris son premier point de la saison lors de la dernière journée. Blandine, vous étiez présente au Parnasse ? Ben oui, quand on peut, on essaye bien d'aller voir nos collègues de l'USAM parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir une ville avec 2 clubs au plus haut niveau. Et pour nous aussi, de voir du handball masculin, c'est très bien. Alors, il y avait beaucoup de déception, de colère et d'amertume du côté nîmois par rapport à plusieurs faits de match. Déception pour Jean-Philippe Ahon ou encore le gardien William Anotel. Satisfaction en revanche pour le gardien toulousain Douada Karaboué. Je vous propose de les écouter au micro d'Alain Mellon. Lutter contre en plus de l'équipe en face, en plus de l'arbitrage. C'était incroyable ce soir, incroyable. On pouvait plus toucher un joueur sans qu'on soit sanctionné. Par contre, nous là-bas, il n'y avait quasiment pas de sanction. C'est dur parce qu'on s'entraîne toute la semaine et voilà, et on est arbitré par les arbitres comme ça. C'est très très difficile à vivre. Je suis surtout très déçu parce que j'ai l'impression qu'on a le match bien en main jusqu'à un quart d'heure de la fin et on leur donne une victoire par un peu de manque d'efficacité au shoot, de la précipitation. Donc c'était un match très important pour nous et je pense qu'on était vraiment bien préparés. Donc je me contrôle pour pas trop m'énerver, mais j'ai tout à l'intérieur. Mais pour nous, c'est une vraie faute professionnelle qu'on a fait ce soir. Donc je nous en veux à tous, quoi. On est tous inclus, on a tous fait une erreur individuellement qui, mis bout à bout, nous emmène dans une position délicate à un point et certainement dernier. Et c'est dur. Parce que dans le vestiaire, je le garde, mais ils ont dit ce qu'il fallait dire. On a fait de la merde, Donc je ne commenterai pas ce qui a été dit dans le vestiaire. Venir gagner à Nîmes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fera. Pour nous, c'était très important parce que c'est un concurrent direct. Donc c'est une belle étape déjà. On va y aller étape par étape, mais on vient de franchir une belle étape. Et les points étaient quand même très serrés. Donc je pense que nous avons lutté jusqu'à la fin et heureusement qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui cède, quoi. Et c'était au premier qui cède en fait. Un succès précieux pour Daouda Karaboué et pour les Toulousains qui engrangent des points et remontent donc à la 8e place du classement. On va regarder les résultats avec la victoire de Chambéry 32-25 face à Dunkerque. Victoire également pour Montpellier 31-26 face à Paris. Saint-Cyr est battu à domicile par Saint-Raphaël 29-26. Succès à l'extérieur donc de Toulouse 23-20 sur le parquet de Nîmes. Enfin, Istres s'impose 27-23 face à Tremblay en France. Et la victoire de Nantes 31-27 face à Cesson-Sévigné, ce qui nous donne en tête du classement de Division 1 la première place pour Montpellier grâce à une meilleure différence de but, 10 points, plus 40 pour Montpellier, plus 28 pour Chambéry, 2 points d'avance sur Dunkerque. Et puis ensuite on retrouve Nantes à 7 points, 6 points pour Istres, 5 points pour Saint-Raphaël. À la 7e place, 4 points, la place est partagée par Ivry, Toulouse et Saint-Cyr, 3 points pour Dijon et Tremblay en France, 12e Paris avec 2 points et enfin 13e avec 1 point, Nîmes, moins 14 de différence de but et moins 19 pour Cesson-Sévigné qui donc ferme la marche. La prochaine journée se déroulera en novembre, le week-end du 3 et du 4 novembre, puisque vous le savez, ce week-end, Nîmes va jouer en Coupe de la Ligue face à Chambéry. Première manche au Parnasse le 20 octobre et match retour le 23 octobre. Gros match encore pour l'USAM face à Chambéry. On va revenir sur la préparation du déplacement des joueuses du HBCN. C'était, vous le savez, mercredi dernier du côté du Havre. Préparation de déplacement, Blandine, qui a été assez particulière du fait, on va dire, du contexte actuel, des grèves de transport, déplacements à la SNCF, des trains qui sont annulés, des retards. Vous êtes parti finalement mardi midi. Comment vous êtes préparé pour ce match ?
De toute façon, il fallait qu'on y aille. On avait reçu un mail le lundi matin nous disant qu'il fallait trouver absolument une solution pour se déplacer, qu'il n'y avait aucun report de match qui serait possible. Donc à partir de ce moment-là, le club a cherché un train qui voulait bien monter sur Paris. Et on a trouvé à 9h50, on savait qu'il partait. Donc on est parti à 9h50 de la gare de Nîmes pour aller à Paris. Après, on a marché un petit peu, pris le métro pour aller récupérer des minibus dans Paris. Et pour se rendre au Havre en minibus, mais le déplacement finalement c'est pas si mal passé pour l'aller. On a pu faire une bonne nuit au Havre et puis profiter de notre journée du mercredi avec un petit entraînement le matin. Malheureusement à celui-ci on a perdu Chloé Bulleux. Et après on s'est reposé l'après-midi pour jouer le soir contre le Havre. Justement, Lenka, lorsque vous avez appris la blessure de Chloé Bulleux, comment a réagi le groupe après l'annonce de cette blessure ? C'est vrai que c'était dur pour nous, voir notre copine qui s'est blessée à l'entraînement avant le match. On avait peur pour elle, c'était difficile, mais on se serrait ensemble et on a fait un bon match. On a gagné aussi pour elle, donc finalement on était contents de gagner. Et la solidarité a marché entre les joueuses du HBCN, vous allez vous en rendre compte sur ces images. Le commentaire est signé Nicolas Pinchino. Une victoire importante la semaine dernière pour les Nîmoises qui se déplaçaient au Havre pour le compte de la 6e journée de championnat de France de première division. Ce sont les Havraises qui ouvrent le score, immédiatement imité par Sophie Herbrecht pour les Nîmoises. Le ton est donné, les filles de Manuela Elie vont se montrer agressives à tous les postes. Au bout de 10 minutes de jeu, elles mènent avec 3 longueurs d'avance. Et portée par son public, l'équipe normande va finalement revenir au score. La mi-temps est sifflée à 17 partout. Tout est à refaire en deuxième mi-temps, mais à ce niveau-là, un nul au Havre serait déjà une bonne affaire pour les Gardoises. La deuxième mi-temps sera aussi intense que la première, les défenses sont mises à rude épreuve. Pour les Nîmoises, Camille Aiglon permettra à son équipe de ne pas se faire distancer avec quelques belles actions. Jusqu'à la 20e minute, rien n'est joué, mais face à Alenka Kisukanova, l'arme fatale des Nîmoises, les Havraises laissent passer de précieux points. Et finalement, après un dernier but de Camille Aiglon, les filles du HBCN s'imposent 31-29. Une victoire qui les place deuxième au classement derrière Metz avec le même nombre de points mais une légère différence au goal average. Cette année, les Nîmoises frappent fort, les ambitions sont claires à l'image de Alenka Kisukanova qui marque 12 buts au Havre et occupe la première place des buteuses de ce championnat de première division. Et toutes les félicitations à Lenka Kisukanova pour ses 12 buts réalisés. Est-ce que c'est depuis que vous portez les couleurs nîmoises votre partie la plus importante avec Nîmes ? C'est vrai que dans l'équipe, je me sens vraiment bien. Je sens la confiance des filles de mon entraîneur, donc je me sens plus calme. Et dans le jeu, je ne doute pas, j'ai confiance en moi, donc c'est plus facile, plus simple de jouer, donc ça doit être ça. Pour vous, Blandine, 5 buts, comment vous êtes sentie au cours de cette partie ? Ça va, plutôt bien. Hein. Je pense qu'avec les joueuses comme ça sur la base arrière, je pense que nous, elles nous mettent dans des bonnes situations. Donc c'est aussi plus facile pour nous de marquer des buts et on est bien servis par nos arrières. Donc plutôt bien. Cette équipe a de l'avenir, je pense. Il y a une certaine entente aussi avec Camille Aiglon, avec qui vous avez joué du côté de Metz, au niveau des combinaisons, Lenka ? C'est vrai, avec Camille, on se connaît bien. C'est vrai que je joue arrière gauche et arrière droite, donc c'est plus la demi-centre. Mais c'est vrai qu'avec Camille, j'aime bien jouer parce que c'est une bonne joueuse. Donc c'est ça, ouais. Je sais pas quoi dire. Finalement, un bon déplacement du côté du Havre, c'est que des satisfactions après, on va dire, les soucis qui ont précédé le match. Aller gagner au Havre, ça fait 2 ans, il me semble, qu'on n'y avait pas été en championnat. Donc ça fait vraiment plaisir de renouer avec la victoire là-bas, sur leur terre. Allez, on va regarder les résultats de cette 6e journée de D1 féminine avec la victoire donc, du HBCN sur le parquet du Havre mercredi soir, c'était le 13 octobre. 29-31, plus 2 pour Nîmes. Match nul entre Toulon et ici les Moulineaux. Vendredi, Arvor s'est imposé face à Besançon 26-22. Mios Biganos s'est allé s'imposer sur le parquet de Cergy-Pontoise 31-28. Victoire à l'extérieur là encore de Metz 28-23 du côté de Dijon, ce qui nous donne au classement
toujours à la première place. Metz et Nîmes avec 16 points, plus 38 pour Metz, plus 20 pour Nîmes. 1 point d'avance sur Toulon, 2 sur Arvor, 4 sur Fleury-les-Aubrais, 5 sur Issy-les-Moulineaux. À la 7e place, on retrouve donc Le Havre. 9 points pour Mios-Biganos, 8 pour Besançon et Dijon. Ferme la marche. Le prochain adversaire du HBCN, Cergy-Pontoise, sera samedi à partir de 20h au Parnasse. Un mot sur le prochain adversaire, Blandine. C'est l'actuelle lanterne rouge du classement. Est-ce que c'est un match piège ? On sait que nous, souvent, on a un peu du mal contre les équipes de bas de tableau, donc il ne faut pas prendre le match à la légère. Je pense que cette équipe de Cergy-Pontoise a aussi des atouts. Donc il faut qu'on prépare vraiment bien notre match et qu'on ne parte pas en pensant qu'on va gagner. Surtout jouer sérieusement. Un mot sur le classement et les résultats de D2 féminines où se jouait le week-end dernier la 5e journée. Défaite des filles de Bouillargues face à Octeville-sur-Mer, 17-16 d'un tout petit but. Victoire d'Angoulême, 35-24 sur la Motte Servolex. Victoire de Nice sur le parquet de Mérignac, 22-21. Victoire de Noisy-le-Grand face à Lyonvaux, 29-27. Chambray s'impose face à Plan de Cuc, 33-21. Enfin, Abbeville s'impose de 5 buts face à Bègle, ce qui nous donne au classement toujours Abbeville premier avec 1 point d'avance sur Noisy-le-Grand et Octeville-sur-Mer. 11 points pour Chambray et Bègle, 9 points pour Angoulême, Lyonvaux, la Motte Servolex, Nice est à 8 points, Bouillargues est 10e avec 7 points, à égalité avec Plan de Cuc, ferme la marche, Mérignac et Celles-sur-Belle. Avec 6 points, le prochain déplacement de Bouillargues, ce sera, j'ai perdu le fil de mon tableau, c'est pas grave, je vais le retrouver. Pour Bouillargues, non, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. On va donc se quitter avec les joueuses du HBCN. La préparation, je l'ai dit, de la prochaine journée pour vous, l'ENCA, un collectif qui est en train de prendre confiance, qui est en train d'avoir un véritable état d'esprit. Vous sentez que l'équipe peut encore avancer très très loin dans ce championnat par rapport à Metz ? J'espère qu'on peut avancer encore plus parce que c'est vrai que le Metz, ils ont une bonne équipe, donc ça va être difficile de les battre, mais c'est bien qu'on joue le match à la maison, donc c'est bien pour nous et je pense qu'on peut les battre, mais il faut continuer comme ça, il faut se battre à fond comme on fait, quand on a fait jusqu'à maintenant. C'est aussi le message qui est insufflé par Manuela Elie, Blandine ? Oui, c'est ça, il faut continuer à avancer, prendre les matchs les uns après les autres. L'ENCA parlait de Metz, on a perdu de 2 buts là-bas, c'était un peu difficile à encaisser cette défaite parce qu'on avait fait un très bon match. Donc je pense qu'au retour chez nous, déjà on aura envie de gagner et je pense que pour elle, ça va être plus dur de venir sur nos terres. En tout cas, on souhaite que le HBCN s'impose samedi du côté du Parnasse, rendez-vous à 20h. Et puis je précise qu'il n'y a pas de match pour Bouillargues le week-end prochain puisque Bouillargues n'a pas joué. Ça fait partie des équipes, vous savez, qui dans les championnats à 13, du fait du nombre impair de clubs, n'ont pas à jouer une fois par journée. Lors de la 6e journée, Bouillargues sera exempté. C'est pour ça que je ne trouvais pas le match de Bouillargues. Voilà, on est arrivé au bout de cette émission à Meilleur des Sports. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo et le journal de la journée de lundi qui vous est présenté par Franck Chassagnon. Saturne Nîmes, plus radin, plus malin. Vous a présenté Miroir des Sports.